La Fondation a pour mission aussi d'observer ce qui se passe à l'étranger, non pas pour exercer un copier-coller direct en France en disant voilà à l'étranger on fait ça mieux et en France on est en retard ou on fait moins bien les choses, mais simplement pour alimenter la discussion et pour s'enrichir et enrichir voilà, de part et d'autre. Et aussi parce qu'à l'étranger, on se rend compte que les professionnels ou les chercheurs sont très friands aussi de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est ce qu'on dit souvent, on n'a pas à rougir de ce qui se passe ici. Mais donc, effectivement, sur certaines thématiques, notre collaboration avec les étrangers s'avère vraiment intéressante. Notamment pour reprendre cet exemple de développement d'initiatives qui vise un peu à sortir la question de la maladie d'Alzheimer des seuls experts, des seuls professionnels et du seul milieu un peu spécialisé des professionnels qui accompagnent quotidiennement ces personnes malades. Le suivi qu'on a pu faire du travail initié notamment par deux fondations, l'une en Allemagne, la fondation Robert Bosch, et l'autre en Belgique, la fondation Roi Baudouin, a été vraiment très intéressant, puisqu'effectivement, eux, ils se sont dit, bon, le rôle des bénévoles, des professionnels, est effectivement essentiel et très important pour notamment casser l'image négative qui demeure très forte par rapport à cette maladie, pour permettre aussi aux personnes de maintenir des liens avec leurs voisins, des liens avec la vie de la cité et de leur quartier. Et donc ils se sont dit que ce rôle est effectivement important, mais qu'au-delà des professionnels, il y a la société civile qui elle aussi peut être porteur de changement et doit se faire le relais. Sinon, les efforts des professionnels demeurent vains. Et donc, la Fondation Robert Bosch, en 2007, a initié un programme, un peu comme les appels à projets que nous pouvons lancer, en disant, voilà, on voudrait essayer de faire en sorte qu'un dialogue s'instaure au niveau des villes, au niveau des cités sur la maladie d'Alzheimer, pour casser aussi les idées reçues, casser les peurs, changer l'image négative, et en même temps, de ce fait, pour permettre aux personnes malades de continuer à avoir un accès à leur ville, à la vie de leur quartier, de la cité, continuer à aller dans l'association dans laquelle elles allaient avant d'être diagnostiquées, etc. Et donc ça, c'est l'expérience allemande. Et la Fondation Roi Baudouin, en Belgique, a repris un petit peu l'idée pour essayer de l'appliquer à la Belgique, en lançant, elle aussi, un appel à projet en 2009. Et nous allons essayer, non pas en faisant, encore une fois, un copier-coller simplificateur pour la France, mais en tout cas, essayer aussi de nous saisir de cette question par d'autres appels à projets ou appels à prix. Alors, il y a des expériences très variées. Par exemple, ça peut être, pour le cas de l'Allemagne, une ville, au sens d'une municipalité, qui crée un service municipal vraiment chargé d'animer cette réflexion sur la maladie d'Alzheimer et d'amorcer une réflexion au niveau de la ville. Ce peut être, comme c'est le cas en Belgique, à Bruges, dont nous parlons dans le dernier guide repère que nous avons fait publier, ce peut être un centre d'expertise qui a déjà une longue expérience et qui a déjà fédéré beaucoup de réflexions, etc., et qui se fait un peu le relais et qui amorce cette réflexion. Alors si donc les portages sont très différents et les modalités concrètes sont différentes, les objectifs sont assez largement communs, c'est-à-dire que vraiment il s'agit de faire en sorte que les personnes, voilà, encore une fois, puissent avoir accès à la ville, que aussi l'idée qui était intéressante, c'est vraiment d'opérer concrètement un basculement, c'est-à-dire ne plus avoir peur de cette maladie, ne plus être dans le discours de luttons contre, etc., mais vraiment comment permet-on de vivre avec, c'est-à-dire comment on permet que les personnes malades puissent vivre avec et malgré leur maladie le mieux possible, et aussi comment les personnes non malades acceptent leurs voisins, leurs collègues, voilà, qui a été diagnostiqué et qui vit avec cette maladie. Donc c'est vraiment comment tout le monde vit avec cette maladie, ce qui n'a l'air de rien, mais ce qui est finalement un grand changement dès lors qu'on veut, par ailleurs, l'inscrire réellement, concrètement, dans le quotidien de la vie des gens. Et puis c'est aussi permettre que des relations spontanées continuent à vivre comme on a tout à chacun, hein, qu'on croise un voisin, on va dans un restaurant, etc. Et on sait que la maladie isole, on sait que les gens, par peur d'être en échec, par la honte aussi que l'on vit, que les familles vivent, et puis cette idée qui est très forte aussi
on protège tellement les personnes malades qu'on a un peu tendance à se confiner, à se retirer, à s'isoler, et par souci de bien faire, on les protège trop au point qu'on s'isole tous et qu'on ne s'expose plus à la vie. Pour vous donner des exemples un peu plus parlants, cette ville, Bruges, dont l'initiative est portée par le centre d'expertise qui s'appelle Photon, a par exemple fait tout un travail de sensibilisation d'abord du grand public. Alors ça peut passer par des réunions publiques où des personnes malades et des personnes non malades viennent et puis discutent, se rencontrent et font part de leurs demandes et de leurs craintes, enfin où on parle de la maladie. Et puis ça peut être aussi, la sensibilisation pour dédramatiser est un point vraiment important. Et il y a aussi, par exemple, comment on va former des personnes. Alors à Bruges, ils ont ce qu'ils appelaient des médiateurs un peu dans la rue. Il y en a dans certaines villes ou dans le métro, des gens qui ne sont pas des policiers, mais qui sont là pour un peu contribuer à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Et donc Photon a formé ce personnel municipal à la maladie, en notamment leur permettant de repérer des personnes qui éventuellement pourraient se sentir un peu perdues, être un peu égarées, perdues dans la ville. Et cette formation permet aux gens de venir en aide aux personnes éventuellement égarées. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les personnes malades, sachant que des personnes sont formées et vont être particulièrement bienveillantes à leur égard, se sentent aussi plus à l'aise et plus en capacité de sortir dans la ville. Donc voilà, c'est un petit peu des choses comme ça, mais c'est aussi, par exemple, permettre qu'une personne qui fréquentait un club de gym puisse continuer à le fréquenter malgré sa maladie, parce que les animateurs de ce centre auront bénéficié éventuellement d'une petite formation ou auront été sensibilisés à cette initiative. Chose très intéressante aussi, portée toujours par Photon à Bruges, c'est que finalement, pour fédérer un peu toute cette démarche et pour réellement l'ancrer dans la ville, l'équipe a eu l'idée de créer un logo qui n'est autre que symboliquement, qui représente un mouchoir, un nœud au mouchoir en fait. C'est l'idée ça évoque un peu l'idée de faire un nœud à son mouchoir pour ne pas oublier de faire telle ou telle chose. Et ce logo est finalement en train de devenir un label qui incarne vraiment et qui symbolise cette démarche portée à l'échelle du territoire, et qui peut être apposé, qu'on peut solliciter, et que par exemple un restaurateur, un bistrotier peut apposer sur sa façade, et ce qui fait que c'est un moyen très discret pour informer le public, les personnes malades, leurs familles, qu'ici, dans ce restaurant, dans ce café, on a une pensée bienveillante pour les personnes et qu'elles sont tout à fait bienvenues, et qu'on veillera discrètement à ce qu'elles soient bien accueillies et pas mises en échec. Alors encore une fois, ce qui ne veut pas dire que ça ne se passe pas en France. On a pu aussi nous soutenir dans d'autres cadres des projets qui ne se présentent pas forcément comme tels, mais qui en réalité ont pour effet de permettre aux personnes d'avoir un accès à la vie artistique, culturelle de leur ville. Par exemple, je pense à un projet qui, lui, était plutôt pensé par rapport à la problématique des malades jeunes, puisqu'il s'adresse à eux en priorité. Mais c'est une équipe, une consultation mémoire à Nice, qui a décidé d'organiser des visites de musées pour les personnes malades jeunes, et qui, pour ce faire, a été solliciter les équipes de guides des musées, équipes de guides qui se sont formés à cette maladie pour pouvoir proposer des visites adaptées à ce public en termes de durée, en termes de parcours. Et ce qui fait que les personnes, là encore une fois, peuvent aller dans un musée normal parmi d'autres gens et bénéficier de la vie culturelle de leur cité. Sur la question de la citoyenneté, de la participation sociale des personnes à la vie associative, à la vie publique, c'est encore très très émergent. Il se passe des choses et nous on a envie justement de commencer, de continuer plutôt à soutenir ce type de démarche et à amorcer vraiment concrètement les choses, parce que
qu'on voit beaucoup, c'est il y a beaucoup d'intentions, de bonnes intentions, où on affiche l'idée que, mais bien sûr, les personnes restent des personnes, participent malgré leur maladie à la vie publique, mais concrètement, comment on fait? Et c'est vraiment ça qui est compliqué. Et les initiatives dont je parlais tout à l'heure sur comment on fait pour qu'à l'échelle d'une ville ou d'un quartier ou oui, de l'échelle où se passe la vie locale pour les gens, comment on fait pour que les personnes puissent, ne serait-ce que rester à domicile, en étant bien accompagnées, etc. Donc ça, on voit que des choses émergent, mais c'est vrai que c'est encore très compliqué parce que aussi on a une image, et là on en revient un peu à l'idée des représentations, on a toujours l'image, c'est-à-dire qu'on voit toujours la personne malade sous l'angle de ses déficits, dans une vision déficitaire, incapacitaire, et ce qui fait que forcément on la discrédite un peu vite, on discrédite sa parole un peu vite, ses actes un peu vite, et elle-même anticipe ce regard négatif et se met en retrait elle-même, n'ose plus sortir de peur d'être mis en échec, de peur d'avoir un comportement inadapté, etc. Et donc c'est pour ça que toutes ces initiatives, alors voilà, encore une fois, émergentes, mais malgré tout bien là, et qui amorcent un mouvement qui nous semble vraiment intéressant, ces initiatives qui visent un peu à inverser les choses, voilà, nous semblent vraiment, vraiment importantes pour que les personnes, encore une fois, si elles le veulent, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire une injonction à la citoyenneté ou à ce que les personnes restent inscrites dans la vie locale. Elles peuvent aussi, comme tout à chacun, ne pas forcément avoir envie, enfin, où la vie change, etc. Donc là aussi, ce qui est difficile, effectivement, c'est que c'est un peu du cas par cas et que ça demande une grande écoute. Mais avant tout, je pense, et le travail reste à faire aussi, c'est justement inverser un peu le regard et désamorcer les choses, d'où l'importance aussi de ces réunions publiques où, voilà, où on fait que le grand public discute, que le milieu artistique, culturel, le milieu des commerçants d'une ville discute de cette maladie, et pour que les tabous soient rompus et qu'on puisse imaginer qu'une personne, parce que parfois on en est quand même un peu là, on puisse imaginer qu'une personne a le droit à la parole, a des choses à dire sur elle-même, sur la situation qu'elle vit elle en tant que personne malade, donc puisse prendre part aux décisions qui la concernent dans son parcours de personne malade, par exemple, voilà, aussi associer une personne à une décision quand on met en place un dispositif, je sais pas, d'aide, une entrée en établissement, etc. Là, il faut déjà l'associer à la réflexion. Mais au-delà de ça, le pas qu'il va falloir maintenant qu'on franchisse, c'est effectivement pour des décisions de la vie publique, de la vie sociale, accepter qu'une personne ait des choses à dire. On voit, nous, quand on peut aller à l'étranger ou dans certains colloques, on voit que ce sont parfois des personnes malades qui viennent présenter les plans nationaux mis en place et en tant qu'ambassadeurs viennent expliquer voilà, le plan national en Angleterre, voilà ce qu'il est, et c'est une personne malade qui vient l'exprimer. Voilà, ça existe. Bon, en France, c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais ça commence à arriver, oui, tout à fait. On observe ce qui se passe à l'étranger, mais on ne regarde pas ça en pensant que c'est la situation idéale. Je pense que cette question, en tout cas quand on discute avec les étrangers, reste largement partagée. Cette difficulté à reconnaître la parole des personnes malades, à reconnaître la légitimité d'une personne à exister pour elle-même avec et malgré la maladie, demeure importante. Par contre, il est vrai, peut-être que dans certains pays, on a peut-être plus de facilité à avoir un discours positif, en ce sens qu'on parle plus volontiers et plus facilement de vivre avec la maladie. Nous, on est beaucoup sur lutter contre, voilà, et lutter contre, on voit aussi les travers et les conséquences que ça peut avoir. C'est lutter contre la maladie, donc quel poids ça fait porter aux personnes malades aussi, parce que finalement ça véhicule aussi une vision, encore une fois, un peu déficitaire, alors qu'à l'étranger, parfois, effectivement, ils parlent plus facilement de voilà, comment bien vivre avec la maladie quand on est une personne malade, mais aussi quand on n'est pas une personne malade, et qu'on accepte d'aider son voisin, de regarder autrement une personne malade, d'avoir un regard un peu différent sur une maison de retraite qui s'implante dans un quartier. Voilà, quelles conséquences ça a et comment on accepte, ou comment, voilà, là aussi, effectivement, on accepte ces personnes-là
qui parfois peuvent être un voisinage un peu inquiétant d'après ce qu'on nous dit. Mais ça, on l'a entendu en Belgique également, où ils ont tout un travail à faire pour que le voisinage accepte que tout d'un coup, une maison de retraite s'implante dans un quartier, et que donc des personnes qui éventuellement pourront avoir un comportement un peu inadapté, un peu troublé, pourraient éventuellement s'égarer, eh bien eux aussi, voilà, en Belgique, en Allemagne, dans ces pays-là, ils ont tout un travail à faire pour que cette cohabitation se passe bien. C'est pas évident non plus. On a le cas d'un exemple à Louvain, d'un établissement qui a eu à déménager. Alors ça, c'est toujours un moment intéressant. La structure a été réhabilitée, reconstruite sur des bases plus modernes, etc. Mais le directeur de cet établissement nous a expliqué justement à quel point il avait été impératif de faire ce travail pour expliquer, pour atténuer les peurs des riverains qui, dans un premier temps, s'inquiétaient en disant oh, « Voilà, on va dans notre quartier, un établissement, en plus c'était un établissement spécialisé, donc qui n'allait accueillir que des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. » Et donc ce directeur nous disait que en amont, il a fallu sensibiliser les riverains. Alors comme là c'était une reconstruction, le travail a pu être fait vraiment immédiatement. Par exemple, il y a eu des réunions avec plan, où on invitait les riverains en disant voilà la maison à quoi elle va ressembler, voilà on va être des petits îlots, des petites unités, il y aura un ensemble, un jardin. Sachez qu'effectivement peut-être des personnes pourront être amenées à sortir de l'établissement, puisque notre politique, ça n'est pas de les enfermer dans la structure, mais avec des risques calculés, réfléchis collectivement et assumés, on va les laisser sortir. Donc sachez que peut-être, madame, alors voilà, là il y avait aussi tout un travail un peu d'identification, parce que on dit souvent les personnes vont sortir, mais c'est pas toutes les personnes qui sont au risque de sortir. Et par ailleurs, on sait aussi que quand il y a un accompagnement humain qui est bien dans l'établissement, les personnes ont beaucoup moins envie de sortir tout d'un coup. Mais en tout cas, c'est quelques personnes qui ont parfois envie de sortir ou voilà, d'aller se promener, etc. Donc, en expliquant ça aux riverains, voilà, en leur disant, si par exemple vous voyez madame un tel ou monsieur un tel, et, bon, sachez que si vous avez un peu le temps, vous pouvez peut-être les ramener, ou ne soyez pas effrayés, appelez-nous, etc. Et ce qui fait qu'aussi le travail au quotidien et au long cours va être facilité. Mais c'est quand même un travail, enfin c'est pas inné et acquis. Pour effectivement prolonger un peu la question d'éthique qu'on vient d'aborder sous l'angle de cette difficile question, concilier la liberté et protéger les personnes, nous, on a eu à cœur d'encourager et de soutenir très très vite cette réflexion éthique au sens d'une réflexion appliquée aux pratiques. C'est-à-dire qu'on parle en ce moment beaucoup d'éthique et c'est tant mieux, il y a beaucoup de règles qui sont publiées, de recommandations, de lois qui marquent un progrès et qui marquent une réelle préoccupation sur la question. Mais en même temps, nous, ce qui nous semblait prégnant pour les équipes, c'est vraiment les dilemmes auxquels, au quotidien, elles sont confrontées. C'est-à-dire, par exemple, à domicile, puisque ça se pose aussi beaucoup au domicile, pour une aide à domicile qui intervient, une auxiliaire de vie qui intervient chez quelqu'un, et qui se trouve face à une famille qui dit, voilà, quand vous partez de chez mon parent, vous l'enfermez. Comme ça, nous, on est tranquille, alors que par ailleurs, l'éthique du service est justement de dire, nous, on n'est pas là pour enfermer les gens, et il y a une prise de risque qui fait partie de la vie, et on l'assume, et ensuite, la famille fait ses choix, mais en tout cas, ce n'est pas le professionnel qui va enfermer. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe quand une famille demande ça et met un peu le professionnel en porte-à-faux? En établissement, on l'a dit, c'est cette question de concilier liberté de circuler et protection, mais ça peut être plus généralement la question de comment on fait concrètement quand quelqu'un est dans une posture de refus de soins. Comment on fait quand quelqu'un refuse de s'alimenter, comment on fait quand... toutes ces questions, les questions de fin de vie aussi qui sont très compliquées. Et donc nous, c'est vraiment à travers des appels à projets qu'on a lancés à 2 reprises sur ces questions, on a pu voir émerger et soutenir des démarches qui visent justement à inventer des modalités au quotidien pour aider les équipes à faire face à ces dilemmes qui sont trop souvent, faute de moyens, mal résolus, qui créent des insatisfactions pour les professionnels, qui sont frustrés de ne pas pouvoir bien faire les choses, de ne pas trouver les bonnes réponses. Et donc on a vu émerger toute une série de réponses vraiment intéressantes au quotidien. Par exemple, alors là encore une fois, les réponses sont très variées et il ne s'agit pas pour nous de les modéliser, mais au contraire plutôt de permettre que les réponses s'adaptent à l'histoire de l'institution, à l'histoire de l'équipe, etc., aux personnes qui sont accueillies.
Donc par exemple, on a pu voir émerger des projets qui instauraient parmi les professionnels un référent à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un service d'aide à domicile, à l'échelle d'un établissement, un référent sur une question, par exemple le référent fin de vie, dont les collègues sauront qu'auprès de lui, ils pourront avoir une information sur cette question, éventuellement un conseil pour résoudre une question. Et puis, une autre forme de modalité qu'on voit émerger, et c'est tant mieux dans les établissements, mais aussi à l'échelle d'un territoire pour les services d'aide à domicile, ce sont les comités de réflexion éthique. Et là encore, avec des montages très différents, c'est-à-dire que dans certains comités de réflexion éthique, dans les établissements, il y a beaucoup de personnes extérieures, dans d'autres moins. Certains comités décident de fonctionner à partir de l'analyse de cas concrets, d'autres fonctionnent plutôt en analysant des thématiques et en réfléchissant de façon transversale. Et ça, finalement, nous, on trouve que c'est plutôt bien, encore une fois, cette diversité, parce que c'est grâce à cela aussi que la réflexion sera vraiment ancrée dans les pratiques et appropriée par les équipes. Parce qu'il ne s'agit pas, et c'est un peu le risque parfois avec l'éthique, que ce soit un gadget qu'on parachute du haut et qui n'a aucun sens pour les équipes. Et nous, vraiment, on est très vigilants à ça. Donc, s'il y a des réponses et des modalités variées, par contre, il y a un peu une constante quand même dans les objectifs. Et l'idée de ces modalités d'intervention au long cours, c'est vraiment justement d'aller au-delà des formations dont on sait qu'elles sont parfois insuffisantes pour les équipes, d'aller aussi au-delà des recommandations qui sont à la disposition des professionnels, mais on sait qu'au quotidien, voilà, pris dans les choses du quotidien, justement, les professionnels n'ont pas forcément le temps d'aller les consulter et c'est pas forcément le vecteur le plus pertinent. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des espaces-temps de réflexion collective, partager, des espaces de pensée. Et ça, c'est vraiment ce qui nous semble intéressant, c'est que ce sont des espaces où les équipes ont le temps de penser leurs pratiques, de revenir sur des cas difficiles, de revenir sur des choses et d'arriver aussi à un langage commun. Ça, c'est un objectif que les équipes nous évoquent vraiment comme étant important. C'est réussir à donner plus de collégialité aux décisions et à être dans un langage commun et des décisions assumées, partagées par tous. Et il nous semble vraiment que cet esprit-là, que les équipes seront en mesure de s'adapter à la singularité des situations, de s'adapter à chacun et d'être vraiment aussi dans cet équilibre fragile, parce qu'on sait qu'elles ne peuvent pas non plus trouver la bonne réponse, mais qu'elles trouvent parfois la moins mauvaise réponse, qui est valable un temps, une journée, 2 jours, et qui devra toujours être réajustée et réévaluée. Et donc ces espaces-temps collectifs permettent aussi cela, c'est-à-dire rendre possible le fait que les équipes s'ajustent et acceptent cette fragilité de l'accompagnement, et parce qu'on sait que particulièrement accompagner des personnes qui ont des troubles cognitifs relève d'un équilibre très très compliqué et d'une remise en question perpétuelle. Mais pour faire cela dans de bonnes conditions, il faut pouvoir justement avoir des outils appropriés et qui font sens pour les équipes.